Hein. Pour l'enregistrement. Voilà, c'est lancé pour l'enregistrement. Donc, on est parti ensemble pour l'analyse professionnelle de la pratique, première partie de ce live. Qui a une séance à nous proposer? Parlez pas tous en même temps. Valérie, Philippe, Fred. Valérie, vous voulez prendre la parole? J'arrive. Pas de souci. Quelqu'un d'autre? Non? Personne? Je veux bien proposer une séance que j'ai faite ce matin. Allez, vas-y, Gauthier, lance-toi. Donc, on est sur une deuxième séance après 3 semaines d'intervalle. Mon client vient pour une phobie des araignées. Je le connais par ailleurs parce que c'est mon coiffeur. Donc, vous voyez bien comment ça se passe en salon de coiffure avec les small talk du coiffeur, etc. Et donc, voilà, je le connais un petit peu parce que il me raconte, voilà, ses centres d'intérêt et avec du coup un profil assez orienté challenge et volonté de se dépasser. Et donc, après quelques fois où le sujet de l'hypnose intervient, finalement, il décide de passer le cap et de prendre rendez-vous pour la phobie des araignées. Et donc, en première séance, moi, j'ai déjà un petit peu posé le cadre de l'accompagnement et puis fait tester un petit peu l'hypnose pour voir un peu comment il vivait l'expérience. Et puis ensuite, je suis parti sur un truc assez classique de désensibilisation de la phobie avec, comme je voyais qu'il avait un bon imaginaire et qu'il avait aussi une bonne réaction sur les phénomènes hypnotiques que je proposais, je l'ai accompagné sur le classique projection de la séquence difficile sur écran et observation, et avec le point de vue d'être dans la salle, puis être du côté du projecteur, et puis voilà, de jouer un peu avec ça, sur pouvoir faire des arrêts sur image, observer voilà, les émotions, les sensations, ce qui dérange. Oui, avant de faire cette proposition dans l'entraînement à l'entrée dans l'état d'hypnose, j'avais travaillé un petit peu sur un espace imaginaire et sur voilà, pour tester un petit peu, voir ce que j'avais comme feedback. Et à ce moment-là, déjà, la situation dans laquelle il se trouvait et ce qu'il me décrivait de ce qu'il vivait, c'était en nature, et il observait, il voyait son fils jouer avec des araignées, et donc voilà, il modélisait déjà un petit peu le fait que son enfant est à l'aise avec les araignées, et je pense qu'il se donnait un petit peu la matière pour lui-même pouvoir se mettre en situation de jouer et d'être à l'aise avec les araignées. Comment dire, en anamnèse, j'avais eu comme info aussi, il était revenu assez rapidement je veux dire, de lui-même, il avait expliqué que dans son enfance, il avait sa mère l'avait embêté avec les araignées, parfois joué un peu à lui faire peur avec les araignées. Donc, il y avait quand même dans le récit de pourquoi il a une phobie des araignées, cette histoire d'enfance. Il m'avait aussi évoqué d'autres situations où il avait été vraiment surpris, il avait eu peur. Et donc, ah oui, et puis donc, fin de première séance, j'avais ramené des araignées. Je savais qu'il allait travailler sur ce thème-là. Donc, j'avais ramené des araignées pour qu'il puisse tout de suite tester comment les résultats du travail, quoi.
Et donc, voilà, en fin de première séance, on teste un petit peu, il est content. Il voit que ça va mieux. Et donc, on se revoit. Désolé, mais du coup, je parle de 2 séances. Mais du coup, on en vient à la séance de ce matin. Après 3 semaines, et il a eu plusieurs occasions de vérifier que ça allait beaucoup mieux. Mais il dit, depuis, ça tombe bien de refaire une deuxième séance, parce que depuis 3 jours, je commence à nouveau avoir des petits réflexes de stress si je sens quelque chose qui vient sur moi. Et donc, je commence à nouveau avoir un peu peur ce truc irrationnel de la peur de l'araignée. Et donc aujourd'hui, je suis passé plus rapidement dans continuer à expérimenter l'hypnose, dans le feedback que j'ai eu avec ce cadre de on apprend à vivre l'hypnose et voilà, plus on pratique et plus tu vas pouvoir vivre des choses intéressantes pour ta demande. Et dans les éléments qui avaient un peu dérangé l'expérience lors de la première séance, c'était beaucoup de dialogue intérieur avec le questionnement de est-ce que je fais bien, est-ce que donc au niveau je pense au niveau de mes instructions et de ce que je propose, voilà, je devais peut-être un petit peu plus le guider. Voilà, c'est quand même des séances où je prends toujours du feedback, savoir comment ça va, qu'est-ce qui se passe pour lui. Mais ouais, le point qui l'avait dérangé, c'était ça, qu'il avait encore vraiment beaucoup de mental, quoi. C'était ça le point. Et alors aujourd'hui, du coup, j'ai travaillé davantage l'approfondissement de l'état hypnotique et aussi de créer des phénomènes. Je travaillais debout avec voilà, vérification que les successions de mains qui se rapprochent ont passé bien, on bascule en arrière. Donc, j'ai tous les phénomènes, enfin, j'ai beaucoup de phénomènes visibles qui passent. Mais après, au réveil, en retour, j'ai aussi ce point de ah oui, mais je me pose quand même la question de est-ce que je fais bien les choses? Et donc, voilà, on a fait le travail en séance. Là, j'ai travaillé sur de l'approfondissement. Et puis, j'ai fait une régression voilà, en sollicitant la part inconsciente qui avait mis en place la réaction de peur. Et donc, je l'accompagnais sur voilà, revenir à des moments passés où cette peur irrationnelle des araignées était apparue. Et j'ai convoqué une part plus à l'aise avec ça, plus expérimentée, pour accompagner. Et en sollicitant la part plus que maintenant il est devenu père, qu'il sait comment faire pour accompagner un enfant et donner un cadre de sécurité pour explorer, tenter des choses. Donc là, j'ai un peu reconnecté à ce qui s'était passé en première séance. Et voilà, au fait que une part de lui a envie de tester, a envie de surmonter cette peur, et que ça peut être elle qui accompagne la part qui a peur pour mettre en place une réaction différente. Là-dessus, j'ai eu aussi de la réponse automatique, et j'ai validé en faisant le corps qui s'avance. Une fois que la solution est mise en place, le corps s'avance. Donc j'ai validé, j'ai fait plusieurs étapes comme ça. Et voilà, en fin de session, du coup, il était bien rentré dans l'expérience, et le fait d'avoir ces validations d'avancer l'avait convaincu. Et c'est là où, par contre, le point où un des points que j'aimerais discuter avec vous, c'est qu'il est quand même revenu, quand j'ai demandé ce qui avait été bien, mais aussi ce qui avait été moins bien, il est revenu sur le dialogue intérieur et sur des fois, il avait envie de tester
des phénomènes privatifs. Il ne m'a pas dit comme ça, il m'a dit j'aurais voulu voir quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et donc, du coup, j'ai pris 10 minutes en plus sur la fin de séance pour lui faire tester du privatif, avec doigt qui colle, et puis main collée. Et voilà, et ces phénomènes-là, je les ai obtenus, mais pas en complet, c'est-à-dire j'ai obtenu que ça soit très difficile pour lui d'écarter les mains ou les doigts, mais j'ai pas obtenu le phénomène, on va dire, impressionnant qu'il attendait, quoi. Comme si là, il voulait pouvoir avoir un convinceur. Et donc, mais voilà, j'étais à l'aise, j'étais vraiment à l'aise avec le fait que c'est le cadre où on explore et qu'il y a des choses qu'on apprend petit à petit. Et on a fini la séance comme ça, on a repris le rendez-vous pour la prochaine fois. Et donc, voilà le petit point, enfin, ce sur quoi je restais un petit peu en interrogation à la fin, c'est à la fois, j'étais à l'aise avec le fait de faire tester, mais je me suis quand même posé la question, tiens, est-ce qu'il fallait prendre les 10 minutes en plus pour tester du privatif? Est-ce qu'il y a vraiment un profit par rapport à... Est-ce que ça risque pas de défaire le travail fait juste avant? C'était ça mon point d'interrogation. Super. Merci beaucoup, Gauthier, pour cette présentation. Vous pouvez tous l'applaudir bien fort. Super courageux Merci. de nous présenter ça. Merci beaucoup, Gauthier. Franchement, c'est super cool. Ouais, attends, Philippe, je vais vous laisser la parole, justement. Juste pour rappeler vraiment ce qui s'est passé dans la séance, un petit rappel au total. Gauthier nous présente une prise en charge sur 2 séances différentes d'une personne qu'il connaît, c'est son coiffeur. Première séance, travail préalable sur images projetées, donc avec visualisation d'images d'araignées et d'images stimulantes pour pouvoir observer les réactions émotionnelles du sujet, avec un travail de préparation à l'état hypnotique, donc entraînement à l'état hypnotique. Tu t'es pris comment? Tu t'es pris en faisant des tests de suggestibilité, des tests de mise sous hypnose? Je ne l'ai pas présenté comme test, mais j'ai fait voilà, tout de suite les mains qui se rapprochent. Puis j'ai fait aussi un rituel que je fais assez classiquement, une induction assez classique de la main qui s'approche du visage et l'approfondissement. Ok, et tu continues direct avec la séance ou tu coupes ces entraînements-là pour les reprendre après? Non, je continue direct avec la séance. Très bien. Ok, donc avec sauvegarde d'une fluidité entre la mise sous induction et la séance, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Lors de l'anamnèse, tu avais une notion d'intégration traumatique durant l'enfance par peut-être la mère qui s'amusait à faire peur à son enfant avec des araignées, c'est ça? C'est ce qu'il te raconte? Ouais. Ok, avec une fin de première séance travaillée où c'est ok et on a une disparition de toutes les sensations de stress et de peur qu'il pouvait ressentir en présence d'araignées, c'est ça? Ouais. Et y compris avec vérification, avec Avec prise en araignée. main d'une araignée, quoi, Ouais. une vraie Ouais. araignée. Ok, donc ça c'était nickel, fin de première séance. Deuxième séance, tu nous as pas dit le délai qu'il y avait entre les deux. 3 semaines. 3 semaines entre les 2 séances avec un retour spontané du stress et de la peur d'avoir quelque chose sur soi. Donc il ne le rattache pas directement à l'araignée, c'est bien les mots qu'il a tenus. Ouais. Avec donc voilà, il m'a dit en début de séance, la séance tombe à pic parce que depuis 3 jours, j'en commence un petit peu à avoir des voilà, un peu de stress. Si je sens quelque chose un peu étrange, je vais avoir Peur. la peur que ça soit une araignée. Ouais. D'accord, donc je précise bien que c'est une araignée, parfait. Tu vas travailler avec lui cette fois-ci sur une systémie régressive, sur une logique régressive où tu vas aller rechercher des éléments qui sont plus systémiques, donc qui sont plus rattachés à ce qu'il t'avait annoncé en première séance, une approche moins solutionniste que tu avais dans une première séance. On a recherché tous les vecteurs qui peuvent être source de la problématique qu'il vit par rapport aux araignées. Et le problème qui se posait pour toi, c'était la notion de répondre
à la demande du patient en fin de séance, parce qu'il y a quelque part une frustration de ne pas avoir vécu d'éléments privatifs. Et ta question, c'est est-ce que je dois répondre à cette demande-là et répondre à cette attente qu'avait le patient en venant me voir, ou est-ce qu'au bout du compte, je dois en rester à ma séance? C'est ça? Oui, on peut le dire comme ça. Le questionnement sur est-ce que la petite séquence en fin voilà, Les parents est-ce elle ne risque pas de détricoter le travail fait en séance? Parfait. Là Très où bien. j'aurais pu temporiser, en fait, j'ai hésité entre temporiser en disant, à la prochaine séance, on ira dans ce sens-là. Mon cadre d'apprentissage, je pouvais en fait le conserver, mais en temporisant. On vient de faire la séance, ça s'est bien passé. À la séance prochaine, on va tester ce que tu n'as pas encore testé, du préparatif. On pourra travailler différemment. Voilà. Là, ici, j'ai répondu de manière immédiate parce que la relation avec lui fait que je me permets aussi de tester. Super, ça marche. Très Et donc, voilà, j'ai voulu lui faire tester du coup tout de suite, mais en prenant du coup peut-être avec une plus grande prise de risque. Qu'est-ce que tu aurais eu avec quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que j'aurais fait avec quelqu'un que je ne connaissais Non, pas? avec une plus grande prise de risque avec cette personne que tu connaissais, plutôt qu'avec quelqu'un que tu ne connaissais pas. C'était juste pour terminer ta phrase. C'est ça? Ouais. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu aurais fait la C'est même pas, chose avec c'est pas quelqu'un. forcément. Oui, j'aurais pu faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Ça marche, super. Je vous invite à prendre des notes hein, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte son histoire comme ça permet de relever plein d'éléments différents en dehors de l'histoire en soi, mais plein de petits trucs qui peuvent vous faire tiquer à vous ou qui peuvent vous faire réagir et vous dites « Ah tiens, là j'ai besoin d'explications ». Ça marche? Maintenant, la parole est à vous. Vous pouvez échanger avec Gauthier, donner votre avis sur la manière qu'il a eu d'aborder cette phobie des araignées, sur les deux approches différentes qu'il a eu avec son patient et la manière qu'il a eu de les construire, et puis surtout répondre à sa question. Est-ce que pour vous, ça paraît pertinent de terminer la séance avec une approche qui répond à la demande du patient, donc du client, qui est là, vivre des éléments privatifs, alors que ce n'était pas prévu dans votre séance dès le départ, que la séance est terminée et que votre sujet vous dit ça. Philippe, tu avais levé la main? Alors, oui, j'avais levé la main, mais là, je m'étais trompé à ce moment-là de logo pour faire un bravo et la main. Mais tant que j'ai la parole, comme là, je suis en train de manger en même temps, j'en profite. Alors, je trouve intéressant par rapport à l'accompagnement. Déjà, merci Gauthier d'avoir dit ton expérience. Par rapport aux phobies en lui-même, par rapport à ce que tu as fait avec la double dissociation, dans l'expérience, je me suis fait avoir une fois et même plusieurs fois et j'ai appris, c'est que j'ai l'impression que l'accompagnement se fait sur un facteur assez visuel. Avec la double dissociation, il y a un côté plutôt visuel et que par rapport à sa phobie qui est revenue, j'ai l'impression qu'il y avait une notion kinesthésique. Et moi, je sais que j'ai eu un cas où j'étais sûr à l'accompagnement et je l'ai aperçu en faisant un test qu'en fin de compte, c'était très auditif qu'il avait, un exemple sur un de mes clients. Et là, à focaliser plus à des sensibilisations, je ne sais pas si tu l'as fait, sur un côté moins visuel, mais plus kinesthésique sur ces sensations, de ce qui court sur la main, de faire la sensibilisation sur cette partie-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as travaillé un peu plus. Ouais, non, je ne l'ai pas travaillé. Dessus, mais par rapport à ce que je vois quand tu parles, tu dis je vois, et quand tu parles de lui, c'est je sens. C'est juste par rapport à ce que j'ai ressenti, moi, merci, ça fait écho, parce qu'effectivement, du coup, en première séance sur la double dissociation, il y a ce truc très visuel qui a été amené par le déploiement du protocole. Mais dans le moment juste avant, où je l'ai accompagné dans un espace imaginaire, là, j'ai davantage travaillé sur les sensations, et y compris, parce que il y avait des éléments, être en nature, l'herbe, l'heure de la journée, etc. Et lui-même m'avait expliqué que en nature, il est moins gêné par les araignées. Ce qui lui pose problème, c'est
dans le domestique ou dans la maison. Voilà. Pour le premier... Oui, excuse-moi, vas-y. Voilà. Et du coup, ce que tu me dis fait écho aussi aujourd'hui en séance. À un moment donné, quand je l'ai ramené, je l'ai reconnecté à la part inconsciente qui a peur, j'avais presque envie de lui faire des sensations sur le bras pour voir, voilà, pour lui permettre d'être dans cette expérience-là. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais... à ce moment-là, j'ai pensé que j'ai voulu lui laisser l'espace d'amener ses propres solutions. J'ai eu l'impression que si je faisais ça, c'était moi qui orientais un peu trop la solution. Mais à tester pour. Oui. Ouais, on va en parler juste après, Philippe. Je vais juste laisser la parole un peu aux autres avant, et après on va pouvoir ramener ça, et notamment sur l'avis de toucher le bras ou pas. Ça va être intéressant. Nora. Ouais, pour rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit sur le bras, c'était, à mon sens, clairement une bonne idée et pas forcément apporter une solution, mais plutôt permettre au problème d'émerger de façon sensitive et émotionnelle. Et pour revenir sur la séance, pour moi, la première séance, les résultats ont parlé, tu l'as confronté et la perception était différente. Ce qui me paraît intéressant comme question à se poser, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que 3 semaines après, quelque chose qui a fonctionné, que même si c'est passé par le visuel et peut-être qu'il y aurait eu d'autres façons de le faire, ne tient plus. Qu'est-ce qui fait que 3 semaines après, quand il revient, le travail qui avait fonctionné a été quelque part rétrogradé. Très bien. C'est bon, Nora? Oui, pour le moment. Nickel. Fred, tu peux réactiver ton micro, vas-y. Moi, je voulais intervenir pas forcément sur l'aspect technique de la séance, plus sur le questionnement. Déjà, c'est une phobie des araignées. Il peut y avoir 2 manières d'avoir une phobie. Soit c'est un micro-trauma qui a été vécu par la personne, soit c'est quelque chose, et là, du coup, c'est pas la même chose que si c'est quelque chose qui est venu comme ça, sans rien. Par rapport à l'anamnèse que tu nous as dite, j'ai la sensation, c'est une présupposition, que c'est une phobie qui a été apprise par maman. Parce que maman, elle l'embêtait avec les araignées et tout ça. Et du coup, après, quel que soit le travail fait, première et deuxième séance, c'est quelque chose qui a été appris. Enfin, j'ai la sensation, peut-être faudrait sûrement le questionner au long cours, puisqu'il a des peurs, pas que des araignées, tu as dit, il me semble. Ouais. Est-ce que c'est ça? Ouais, il m'a déjà parlé d'autres choses. Du coup, il y a un terrain, là, déjà, qui date il y a un petit moment. Donc, peut-être questionner par rapport à ça. Quelque chose qui a été appris. Une peur qui a été apprise quelque part. Ok, c'est bon, Fred. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole sur ce cas ou tout a été dit? Ça va? Non, je vais prendre la main, du coup, et je vais vous poser des questions. Ça, on va faire avancer le schmilblick. Concernant l'aspect technique. Ouais, vas-y, Philippe, prends la parole et après, je vais... Oui. C'est juste pour finir par rapport à ce qui est dit, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est le comportement un peu du client qui demande de faire du privatif après, donc c'est très intéressant. Pourquoi il fait du privatif? Pourquoi il demande ça? Qu'est-ce que ça lui permettrait de pouvoir tester le privatif? Parce que j'ai comme l'impression que, pareil, est-ce que lui, il a voulu tester aussi sa peur si ça tenait, ce que tu avais fait? Donc, plus que te questionner toi, est-ce que je le fais ou pas, c'est se questionner pourquoi il a besoin de ça, pourquoi il a cette demande-là, tiens. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, parce que je me dis, tiens, est-ce qu'il teste aussi sa peur? Est-ce qu'il teste savoir si ça marche, si ça va bien rester? Voilà, tous ces questionnements, et là
Je laisse par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Super pertinent, Philippe. Nickel. Effectivement, c'est l'une des questions que j'allais poser, mais on va y revenir un tout petit peu plus tard pour reprendre les choses dans l'ordre. Il y a un point que vous avez soulevé d'un point de vue technique. Point de vue technique, Philippe a émis la supposition que le sujet était plus orienté kinesthésique que visuel, et qu'il pouvait y en avoir d'autres qui puissent être plus auditifs qu'autre chose. En soi, c'est notre système sensoriel qui va jouer. On propose à cette supposition une solution, c'est celle d'aller stimuler le bras en venant le toucher, le bras du patient, pour simuler le fait qu'il ait quelque chose sur le bras et donc simuler le fait que ça puisse être une araignée pour lui sans qu'il puisse la voir parce qu'il est en France. Donc rattacher la sensation de bras à l'image d'araignée. Pertinent ou pas pertinent? Si vous pensez que c'est pertinent, vous pouvez mettre un pouce en l'air, comme ça. Si vous pensez que c'est pas pertinent, vous pouvez mettre un pouce en bas, comme ça. Alors, pertinent, oui, effectivement, c'est pertinent et ça peut apporter plein de choses super intéressantes. Maintenant, la question est, est-ce que ça peut convenir à tous les patients et quel risque on va prendre en allant toucher le bras? Salut, abréaction. Salut, abréaction. Bien vu, Asia. Pourquoi? Surtout quand on ne sait pas à quoi c'est rattaché. Est-ce que effectivement il y a un trauma? Est-ce que, enfin voilà, jusqu'où ça va? Est-ce que, enfin, je vais aller loin, mais c'est volontaire. Est-ce que ce truc-là phobique, il cache pas un truc plutôt psychotique? Alors Par déjà, exemple. premier risque. Ouais, alors si on va vraiment très très loin, effectivement, on peut Là, mais je vais loin. Là. Voilà, qu'est-ce qui peut être rattaché de possiblement et de préalablement psychotique qui sort de nos compétences d'hypno et qui pourrait pas être gérable et qui va provoquer une abréaction extrêmement violente, d'une, qui pourrait du moins. D'une, il y a ça. De deux, il y a aussi le fait que votre patient, là, il est en transe. Donc, il est possiblement, et si vous ne savez pas l'évaluer, plus ou moins immergé dans un univers qui va révéler en lui, un contexte qui va révéler en lui, et une architecture qui va révéler en lui la totalité des émotions qu'il est en train de vivre par rapport à sa phobie. Or là, c'est la peur, concrètement, et vous allez venir stimuler son système sensoriel qui va éveiller une vigilance et donc une réaction physiologique en réponse à ce contexte. Et du coup, bam, ça fait des chocs à pic, abréaction. Enfin, du moins, il y a des chances. Comprenez la logique? Toujours garder en tête vous n'avez pas forcément conscience de dans quel état contextuel et conceptuel votre sujet est en transe et à quel point il y est immergé. Donc ça, il va falloir le vérifier. Il va falloir aller rechercher quels sont les éléments qui me permettent d'évaluer à quel point mon sujet est en immersion et à quel point justement il n'est pas en double disso, mais il est juste associé. Et là, je vais en venir à ce point-là. Du coup, qu'est-ce qui peut venir remplacer le fait de stimuler le bras de manière extérieure et réelle en transe? Une évocation de l'araignée qui vient. Ouais, par exemple, mais sous quelles conditions? Tu veux vraiment que ce soit stimulant? Même le bras, déjà en le prévenant, maintenant tu vas imaginer, peut-être dire maintenant tu vas injecter une araignée, et si tu es OK, et toucher ensuite. Il y a juste un mot qui cloche dans ce que tu viens de dire, c'est imaginer. Imaginer. Si on dit tu vas imaginer, c'est-à-dire que on est sur un processus de pensée et de construction d'une pensée cognitive en faveur d'une émotion. Trop gros, trop large, trop consenti. Et en plus, c'est qui nous emmerde. Par contre, ce qu'on veut, bien Asia, aller rechercher une hallucination, donc une immersion complète. Si ton sujet, tu l'emmènes en associatif et non plus en dissociatif, là, tu as bien un sujet qui va vivre sa peur de plein fer, voir son araignée, halluciner son araignée, et tu vas pouvoir travailler la totalité des concepts de manière solutionniste pour qu'il puisse lui-même changer sa perception par rapport à cette araignée, sauvegarder peut-être une partie de sa peur qui peut être valide par rapport aux araignées et qui est complètement pertinente. On peut avoir peur de certaines araignées parce qu'effectivement, elles sont mortelles pour nous ou extrêmement douloureuses. Une araignée couteau dans le désert du Sahel, je te garantis que tu n'as pas envie de la croiser. Et qui peut être complètement ouverte pour des araignées comme type faucheuse, des araignées domestiques que l'on peut avoir à la maison, qui sont complètement inoffensives pour l'homme et qui peuvent être même très bonnes pour votre foyer. Donc, essayez de trouver cette logique immersive qui va permettre de créer un apprentissage à mon sujet, tant émotionnel que cognitif, mais qui va vraiment être puisé à la source de sa sensorialité.
une sensorialité complète, pas juste basée sur la vue, l'auditif, le kinesthésique, que nous, on va aller venir séparer en plus dans une double disso. C'est dommage. On crée plein de couches quand il suffit d'en avoir qu'une seule et pure. Ça vous parle? Chouette. Pour ça, il y a quelques années, j'avais publié une séance sur la phobie des chiens que vous devriez pouvoir retrouver sur les différents groupes d'hypnose qui existent, même si j'y suis plus. Elles doivent être archivées. Phobie des chiens, Jérémy Nouan, dans les barres de recherche, ça devrait sortir, où j'explique justement ça et comment on peut travailler de manière hallucinée sur l'apparition de la phobie, même sans provoquer des transes très profondes et en ayant des transes non inductives, ce que j'appelle, c'est que la personne est bien là avec vous, elle parle avec vous comme si c'était normal, mais par contre, elle hallucine quand même le chien ou l'araignée dans le coin de la pièce. Voilà. Ça va permettre de vraiment travailler non plus sur le simple aspect solutionniste, c'est-à-dire que je viens régler la sensation de peur qu'on peut avoir et qu'on va venir travailler en double disso, mais je viens travailler sur la totalité des éléments qui créent cette peur à travers le symbole de l'araignée, en immergeant face au symbole, parce qu'on ne sait pas si l'araignée, c'est vraiment l'araignée pure qui fait peur, ou si c'est un symbole à autre chose. Qu'il soit systémique simplement au fait du rapport à la mer, ou qu'il soit complètement autre chose que le sujet ne nous est absolument pas livré, soit parce qu'il n'a pas envie de nous livrer, soit parce que simplement il ne le sait pas lui-même. Parce que c'est fondé dans son subconscient et qu'il n'y a même pas accès lui-même. Ça va? Et toujours garder ça en tête. Ce qui est proposé par le sujet, c'est son interprétation. Si vous portez des préjugés ou des présupposés, vous risquez de passer à côté de plein de choses. Là, quand on nous parle de phobie d'araignée, vous n'avez aucune idée de si c'est réellement une phobie des araignées. Et la seule manière de pouvoir savoir sur quoi on va travailler, c'est de travailler sur l'architecture de transe que nous propose le sujet. Son architecture de transe là, c'est de travailler sur l'araignée. Donc, de quelle manière je peux l'exposer à cette araignée en toute sécurité, m'assurer de cette sécurité-là et savoir comment je vais interagir avec lui, tout en lui permettant à lui, face à ça, de pouvoir faire ses propres choix et ses propres modifications de perception qui vont apporter le changement. C'est assez clair ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça vous parle ou pas du tout? Ouais, ça va? Fred, j'ai eu un pouce en l'air. Ouais. Nickel. Autre point intéressant, justement, si on veut rentrer un peu dans le détail, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la construction des séances que nous propose Gauthier, par exemple? Et quelque chose que répète le patient ou le sujet. Est-ce que je fais bien les choses? Ouais. Est-ce que je fais bien les choses? Ça vous indique quoi, ça? Qu'il essaye de correspondre à des attentes. Qu'il essaye de correspondre à des attentes, d'une. Et du coup, s'il essaye de correspondre à des attentes alors qu'il est censé être en transe, il y a un peu de mental. Hein. Et oui, et donc s'il y a du mental, c'est que la transe, elle n'est pas... Il n'y a pas une grande profondeur de transe. Elle n'est pas qualitative. C'est ça. Mais c'est curieux. Il y a des... pardon. Il y a eu l'usage des convinceurs, il y a des mouvements idiomoteurs, si j'ai bien compris, il y a des choses comme ça. Donc, je me demande, est-ce que c'est le lien, la qualité de la relation fait que ça suit et que peut-être ça empêche d'évaluer réellement la profondeur de la transe? Question. Voilà. Comment aller vérifier un élément automatique que l'on met en place, qui est censé être un indicateur de transe, en vérifiant que c'est vraiment un indicateur de transe? Parce qu'une main collée au visage, est-ce que c'est un indicateur de transe? Oui. En soi, oui, à condition que ce soit vraiment une catalepsie du bras avec une main collée au front. D'accord? Comment on va aller vérifier que c'est bien une catalepsie? On demande à la personne d'essayer d'aller contre le mouvement automatique? Alors ça, ce serait une demande directe. Quel risque on prendrait à faire une demande directe? L'échec de transe? C'est surtout que s'il est déjà contextualisé dans autre chose, qu'il est déjà dans une working place, c'est-à-dire par exemple, comme je disais tout à l'heure, qu'il est déjà en nature face à des araignées, tu perds le contexte au profit d'une technique. C'est dommage. C'est comme si tu faisais un retour en arrière, tu vois, dans ton travail. Alors que là, on avait une fluidité qui l'a emmené justement à plonger là-dedans. Et rien que là, il y a déjà quelque chose. Qu'est-ce qui vous permet de savoir?
Il a sa main, il est comme ça, il est dans votre salon. Il y a un truc qui va vous permettre de savoir, c'est quoi? Alors, si toi, tu viens pour voir si la main se décolle et se force un petit peu, oui. On peut les vérifier si le bras est un peu light aussi, mais ça, pareil, c'est très direct et on prend le risque de sortir au sujet de sa transe. Mais il y a un truc vraiment très simple, très basique. L'observation des réactions émotionnelles de mon sujet face à son environnement. Si vous lui dites maintenant tourne la tête à droite alors qu'il est en pleine nature et regarde la grosse araignée qu'il y a sur la feuille juste à côté de toi, et que là il fait un bond en arrière, il a sa main comme ça, mais vous voyez qu'il y a une réaction de peur énorme et que presque il sursaute. Il est immergé ou il n'est pas immergé? Ah bah il l'est. Immergé, ouais. Clairement. Si par contre il vous dit ah ouais, je la vois, elle me fait peur. Ouais. Bah, là, vous savez déjà moins faire la différence. C'est moins précis. Est-ce qu'il est dans une transe dissociée, c'est-à-dire qu'il se voit, lui, dans ce milieu-là, et qu'il voit qu'il se retourne vers l'araignée et qu'il a peur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste qu'il est en visualisation mentale, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en transe, il est là en train de réfléchir, qu'est-ce que ça me ferait si je voyais l'araignée à droite là, sur la feuille? Ah bah oui, ça me fait peur. Donc il est dans une réflexion cognitive et donc il n'est pas en transe. Ces choses-là qu'il faut aller évaluer. De quelle manière je peux utiliser la transe de mon sujet au profit d'une vérification des éléments hypnotiques que je suis en train de mettre en place pour savoir s'il est réellement immergé dans l'expérience et donc pour savoir la qualité du travail que je vais mettre en place ensuite. Oui, Fred. Ouais, dans le récit aussi, à chaque fois qu'il a eu du feedback, le sujet, il a dit qu'il se posait toujours les questions et il mentalisait. Donc peut-être que la première des choses au niveau de la séance, c'est de lui faire couper le mental déjà. De lui couper le mental. Déjà pour qu'il soit dans d'autres conditions. C'est ça. Et la meilleure façon de pouvoir couper le mental à quelqu'un qui est très mental, c'est de justement l'immerger et le focaliser dans une expérience qui le prenne complètement. C'est-à-dire qu'il n'ait plus la capacité d'avoir des sens qui sont stimulés par vous et uniquement des sens qui sont stimulés par l'expérience qu'il est en train de vivre et qui s'est construite lui-même sous vos suggestions. C'est ça la différence entre une transe partielle et une transe profonde. La transe profonde, elle permet de vivre pleinement l'architecture de la transe qui est en train de vivre le sujet par le sujet. Ça va? Après, une transe, c'est pas toujours stable non plus. Donc peut-être qu'à certains moments, il s'est observé en train de penser la situation et à d'autres, il s'est laissé aller dedans et qu'à la sortie, ce qu'il en ressort, c'est les questions qu'il a pu se poser. Exactement. Le fait qu'il se pose des questions, et notamment après coup, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'ait pas vécu l'expérience. D'accord? Il peut très bien se poser des questions et qu'ils ne sont pas venus immédiatement à lui pendant la transe et qu'il ait vécu complètement sa transe et fait un travail qualitatif. Mais qu'après coup, dans la réflexion de ce qu'il a avec lui, dans le souvenir qu'il en a, eh ben, il va pouvoir poser ces réflexions-là et vous avez l'impression qu'il les a posées pendant l'expérience. C'est la différence qu'il va falloir faire entre les deux. Comme le type qui est là et qui va avoir le nez qui coule et qui va venir se gratter le nez parce qu'il a le nez qui coule, est-ce que le fait d'aller se gratter le nez, c'est parce qu'il sent qu'il a le nez qui coule et que du coup ça le gêne par rapport au contexte de séance qui est avec vous? Ou est-ce qu'au bout du compte, c'est qu'il est en transe et que c'est juste un mouvement automatique pour venir se moucher? L'un des meilleurs indicateurs de transe dans ces phénomènes-là, c'est justement le type qui ne va absolument pas toucher son nez alors que son nez il coule à fond. D'accord? Parce que le premier réflexe social qu'on a quand on est face à un thérapeute ou dans un milieu social où on doit quand même se tenir, c'est de absolument pas laisser son nez couler. Il n'y a personne qui fait ça. D'accord? Vous allez chercher un mouchoir immédiatement, vous allez vous excuser, mais vous ne laissez pas votre nez couler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu en séance un type qui se trouvait en transe et qui a laissé son nez couler. Ça, c'est typiquement indicateur d'une transe profonde où la personne n'est plus du tout connectée aux stimulations sensorielles qu'elle peut avoir dans la vraie vie, parce qu'elle est complètement immergée dans son expérience sensorielle, dans son expérience de transe. Ça va? Ça va parler à certains? Ouais, je vois la tête. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi. Voilà. Bah, ça, c'est un indicateur de qualité de transe puissant. Si vous voyez que la personne ne réagit absolument plus à tous les stimulus que vous pouvez lui poser dans votre cabinet, ni même aux stimulus qu'elle se provoque elle-même, parce que c'est encore les meilleurs, parce que vous risquez de la faire sortir de transe en créant une vigilance trop importante en allant la stimuler, comme le coup du bras. Bah, ça vous montre qu'effectivement, elle est plongée dans son expérience et qu'il n'y a plus rien qui peut la faire sortir à part vous et vos suggestions ou à part elle. Ça va?
Moi, je me suis posé cette question parce que j'ai une cliente qui bouge énormément et j'essayais de ne pas poser des présupposés sur si elle bouge, c'est que la transe n'est pas stable ou pas suffisamment profonde. Parce que déjà, à la première séance, j'avais trouvé qu'elle bougeait beaucoup et en même temps, je voyais beaucoup de réactions émotionnelles associées à l'expérience. Donc, j'ai essayé de garder ce fil-là et de me dire, tant que je vois de la réaction émotionnelle associée, c'est qu'elle y est. Après, peu importe comment ça se traduit, évite de juger la manière dont ça se traduit. Parce qu'au début, ça m'interpellait. Je me disais, mince, peut-être que elle n'est pas assez en transe. Et en fait, à son émotion, je pouvais savoir si elle y était encore ou pas, à ses réactions émotionnelles. Très bien. Comme tu le soulignes très bien, Nora, effectivement, le comportement d'une personne et la modification comportementale n'est pas forcément associée à une qualité de transe. Ça va vraiment dépendre de la personne, de sa façon de fonctionner de manière automatique et inconsciente, habituellement et dans sa vie de tous les jours. Et du coup, ce ne sont pas des marqueurs qui sont assez clairs et assez significatifs pour se dire c'est bon, elle est en transe, ou au contraire, c'est bon, elle ne l'est pas. J'ai quelqu'un, par exemple, qui tapait tout le temps du pied. On peut se dire, s'il est en transe, il n'aura plus besoin de taper du pied. Or, son pied continue à taper. Vous pouvez vous dire, c'est qu'il n'est pas en transe. Si, c'est l'une des personnes qui a vécu les expériences de transe les plus profondes que j'ai pu provoquer. Mais par contre, c'est d'autres éléments qui m'ont permis d'évaluer cette profondeur de transe, et notamment sa réaction émotionnelle. Parce qu'il n'y a rien qui peut venir gâcher une réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, elle est forcément liée à un stimulus. On parle d'une vraie réaction émotionnelle, d'une émotion réactionnelle, pas d'une émotion comportementale. Quand on ne parle pas d'un sentiment, on ne parle pas de quelqu'un qui vous dit « je suis triste », on parle de quelqu'un qui vous montre tous les signes de tristesse, notamment dans sa réaction inconsciente à ce qu'il est en train de vivre dans son contexte. Ça, effectivement, ce sont les marqueurs les plus importants. C'est pour ça que je donne la formation analyse du comportement. Ceux qui ont suivi ici ont vu ce que ça leur a apporté dans leur pratique. C'est venu tout modifier. Maintenant, c'est pas forcément accessible à tout praticien et il faut pouvoir trouver d'autres éléments. C'est ça que j'ai envie de vous apporter, moi. Si vous avez envie de venir faire cette formation analyse du comportement, il y a plein de créneaux qui sont ouverts, vous pouvez venir, ça va vous enrichir. Mais ce n'est pas forcément accessible à tout le monde immédiatement et vous n'avez peut-être pas envie, même financièrement, de la faire maintenant. Donc, ce qui compte là, c'est qu'on puisse quand même apprendre quelque chose qui puisse vous permettre d'améliorer ça et de pouvoir reconnaître quand est-ce qu'on est en bonne qualité de transe. L'un des éléments, c'est ça, savoir observer son sujet, savoir remarquer quelle chose l'aurait fait sortir de transe habituellement, alors que là, ça ne fait pas sortir, comme le nez qui coule, par exemple. Voir comment il réagit émotionnellement et si ses émotions sont complètement rattachées authentiquement à un stimulus extérieur et non plus un stimulus qui apparaît dans sa transe et non plus à un stimulus qui est propre à votre cabinet. Et voir comment il interagit avec ces émotions-là et quel choix il fait dans sa transe et comment ça modifie ces émotions-là. C'est toute cette symbiose dans la lecture et l'observation que vous aurez de votre patient, plus que dans les questions que vous allez poser, qui vont vous donner un terrain propice à savoir s'il est en train de bosser ou pas. Moi, je sais qu'il y a un an, j'aurais pensé que la personne n'était pas en transe. Elle bouge, elle se mouche, elle fait des trucs qui me paraissent tellement conscients, mais en fait, elle est hyper associée. Je ne sais pas comment elle arrive à faire les deux. Est-ce que ça va, ça? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Chouette. Est-ce qu'il y a des remarques, des choses que vous voulez dire à Gauthier par rapport à sa prise en charge ou à tous les intervenants qui ont parlé? Simplement leur dire que leurs remarques étaient pertinentes ou un mot gentil. Je sais pas, ça fait toujours du bien d'avoir un mot gentil. Non, personne? Merci. Moi, je trouve qu'il y avait plein de bonnes choses dans l'accompagnement de Gauthier, dans les questions qui se posent, je le trouve très en responsabilité de ce qu'il fait. Et ça, déjà, je trouve que c'est un super signe. C'est important, je trouve, d'avoir une petite réflexion sur sa pratique, de se poser des questions et de penser à chercher des axes d'amélioration. Et non, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Nora. Quelqu'un d'autre? Non, ça va? Moi aussi, Gauthier. Moi aussi, Gauthier, je tiens à te remercier pour cette séance. C'est top ce que tu fais. Enfin, avoir cette notion d'une approche solutionniste dans un premier temps, puis te dire attends, ça n'a pas suffi, il faut que j'aille voir autre part. Si j'allais plutôt chercher dans la systémie de ce qui s'est passé dans son passé à lui, dans son enfance, c'est super bien cette réflexion. Ça veut dire que tu vas aller creuser
spécifiquement pour ton patient, sans t'arrêter au protocole phobie qu'on a pu t'apprendre, sans t'arrêter à un protocole double disso qu'on a pu t'apprendre, mais aller chercher plus loin. Et c'est ça qui va transformer ta pratique, parce que ça va modéliser tes expériences d'une énorme variété. Et du coup, c'est ce qui va t'apporter derrière une expérience qui sera unique et qui va te détacher de tous les autres thérapeutes. Donc ça, c'est vraiment super. Il faut que tu gardes ça. Oui, merci. Ça va tout le monde? Vous avez le peps? Ça vous a servi? Vous avez appris des trucs? Ouais? Chouette. Moi aussi. J'adore faire ces trucs-là parce que moi aussi, j'apprends plein de trucs. On va parler maintenant de la deuxième partie de ce live et qui en plus fait écho à ce qu'on vient de voir par rapport aux phobies. De quelle manière vous, en cabinet, vous vous permettez ou non, et vous permettez à votre patient surtout, de se confronter à ses souffrances. Donc là, par exemple, la souffrance, ce serait la peur des araignées, mais ça peut être plein d'autres trucs. De quelle manière il pourrait se confronter au deuil de son père, de quelle manière il pourrait se confronter à un traumatisme lourd qu'il a déjà vécu. Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous autoriser, d'autoriser votre patient à vivre ça? Est-ce que c'est vous qui l'emmenez? Est-ce que vous vous ouvrez à ce qu'apporte le patient? Oui, non, pourquoi, comment? Qui a envie de prendre la parole? Je vais prendre la parole. Vas-y, Philippe. Okay. Non, moi, les émotions, c'est la base de mon boulot. D'abord, moi, sans émotion, pour bosser, pour moi, il y a peu de changements, mais ça, c'est mes croyances. Donc, j'aime bien mettre de la pédagogie, expliquer les émotions, expliquer leur rôle dans les comportements, expliquer que beaucoup de comportements sont liés à ce qu'on ressent, aux émotions, pouvoir ouvrir la porte pour que la personne puisse se connecter à ses émotions. Parce que souvent, le problème, c'est que on dit qu'il y a des personnes qui se connectent de trop, mais il y a aussi des personnes qui ne se connectent pas du tout, ou qui ont une seule émotion. Donc c'est vrai que moi, l'émotion, en tout cas moi dans tous mes accompagnements, et c'est vrai que voilà, ma personnalité, c'est vrai que c'est quelqu'un qui rentre dedans et qui va dans l'émotion. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui disent « Oh, je ne pensais pas dès la première séance que là, qu'on allait toucher ». Je dis oui. Voilà, et pour ça, c'est déjà la pédagogie, expliquer le rôle des émotions, et ensuite, pas hésiter à faire, dès qu'il y a une émotion, déjà quelque chose sur le visage, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe là? Et moi, je rebondis que sur les émotions, plus que sur le blabla. Voilà. Très bien. Alors la question que je vous posais justement, c'est de quelle manière vous allez utiliser ces émotions pour emmener votre sujet à affronter sa souffrance ou à y faire face concrètement dans sa conception de la transe. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne le faites pas? De manière très concrète, est-ce que votre sujet peut se retrouver face à l'événement qui l'a traumatisé? Est-ce qu'il peut s'y retrouver dedans ou pas? Est-ce que vous êtes censé le provoquer vous-même ou est-ce que c'est lui qui doit l'emmener? Bref, comment vous travaillez là-dessus? Perso, je suis l'émotion. Et j'assume que des fois, il y a des abréactions, mais il faut les gérer et aller plus loin. Mais il arrive des fois que je suive l'émotion et au lieu d'arriver à la régression à un moment précis, j'arrive à un truc complètement métaphorique, style régression vie, enfin, c'est un avis perso, régression vie antérieure ou un truc spirituel ou des choses comme ça. Moi, je ne sais, j'ai aucune idée. Enfin, je sais pas si cette personne, elle était là au XIVe siècle. Tiens, mais je bosse. Voilà. Super intéressant ce que tu soulèves. Tiens, pour un petit sondage là comme ça, qui croit aux vies antérieures ici? Sans jugement, vraiment très cool. Qui croit aux vies antérieures? Moi aussi. Hop. Qui croit en vie antérieure encore? Personne d'autre? Si? Vous pouvez mettre un pouce vers le bas pour ceux qui n'y croient pas. Ça, moi, ça me donne une meilleure visualisation. Ok, très bien. Oui, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que personnellement, vous avez le droit d'avoir toutes les croyances que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez croire aux vies antérieures, il n'y a pas de souci. Professionnellement, niet, nada, que dalle. C'est pas vous qui devez emmener ça. Si votre sujet croit aux vies antérieures et que dans sa construction de transe, on arrive à une régression de vie antérieure et qu'il pense qu'il est Cléopâtre, laissez-le être Cléopâtre. Parce que c'est sa construction symbolique de sa problématique. Et c'est là-dessus qu'il est tombé, grâce à l'émotion que vous avez provoquée.
Si cette émotion emmène à cette régression-là, c'est qu'il y a une raison. Qu'elle soit réelle ou fantasmée, ça ne vous regarde pas. Qu'elle corresponde à vos croyances à vous ou pas, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez croire à tout ce que vous voulez. En Jésus, en Allah, aux vies antérieures, à l'énergie quantique, au fait qu'on soit tous des atomes et des rassemblements d'atomes et qu'en fait on est tous immortels. On s'en fiche. D'accord ? On s'en fiche complètement. C'est vos croyances à vous et vous pouvez mener votre vie comme vous en avez envie de votre côté. Mais professionnellement, ça ne doit pas dénoter et ça ne doit pas venir contaminer la façon que le sujet pense, ni dans un sens, c'est-à-dire ni que vous transmettiez vos croyances sur le sujet, ni dans l'autre. C'est-à-dire que vous donnez crédit aux croyances du sujet. Vous n'êtes pas là pour donner crédit, ou au contraire, donner discrédit aux croyances du sujet. Ça va ? Vous êtes juste là pour les accueillir et pour travailler avec ça. C'est un support. C'est tout. C'est comme si on vous donnait une boîte en carton. Il faut travailler avec cette boîte en carton-là. Que ce soit du carton recyclé, du carton mâché, du carton fracassé, du carton neuf, scotché avec du scotch marron ou quoi que ce soit d'autre. C'est un carton. Point. C'est un support. C'est clair, ça ? Chouette. J'avais juste envie de rajouter cette petite pointe, Asia. C'était super important et super pertinent ce que tu nous as dit. Qui travaille différemment d'Asia. Asia, elle dit, moi, je pars de l'émotion et puis je vois ce qui vient sur l'émotion. Et puis, c'est le sujet qui construit son truc, construit son concept. S'il m'emmène à être Cléopâtre et qu'on se retrouve dans le désert au moins 55 avant Jésus-Christ, je sais pas quoi, je l'ai dit n'importe comment, c'est aléatoire. Et ben, ce sera là. Si on tombe dans son jardin quand il avait 4 ans, et ben, ce sera là. Comment vous travaillez ? Ouais, moi aussi, je travaille. Pardon, j'ai pas mis. Je pars beaucoup de l'émotion. Par contre, après, en fonction de ce sur quoi on doit travailler et du degré de souffrance, j'ai tendance quand même à créer un endroit sécure pour pouvoir le ramener en fonction de l'intensité de l'émotion ou de l'intensité de la douleur. Et je travaille pas mal avec du fractionnement, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Mon objectif, c'est vraiment de le faire avancer dans l'émotion, tu vois, jusqu'à un certain stade, pour pas, pour éviter la réaction et le ramener à un endroit où, quand ça monte un peu trop, quand je sens que ça monte un peu trop dans l'émotion, le ramener dans son endroit sécure pour que ça redescende. Et après, une fois qu'il est bien, boum, on y retourne. Et du coup, c'est toi qui définis quand le seuil est dépassé ou c'est ton client ? Non, en fait, je suis tellement synchro avec lui que c'est moi qui lui dis hop, on revient là. Je sais pas, il se marre, Jérémy, mais. Non, c'est très pertinent ce que tu dis. Je ne me moque pas du tout, hein. Au contraire. En fait, c'est génial parce que c'est un sujet qui va créer plein de discussions, à mon avis. Donc, c'est vraiment pas ouais, tu vois, je ressens tout ce qui est. Enfin, ouais, je me synchronise tellement avec la personne que je ressens. Enfin, on fait un. Enfin, je vais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand je suis en séance, je suis 100%, 150% avec l'autre, quoi. Même si à la fin de la séance, je fous à la poubelle, mais pendant la séance, je suis complètement avec et je ressens et pour pouvoir avancer justement progressivement et pouvoir faire un travail quali, faut pas, ouais, faut à mon sens, quoi, faut savoir revenir avant que ça déborde. En fait. Et si jamais ça déborde, ça fait quoi ? On le gère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pas quand ça déborde chez votre sujet. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est jamais arrivé. Pourquoi ça t'est jamais arrivé ? Parce que j'ai toujours été à la limite. À quelle limite ? À quelle limite ? À quelle limite ? À la limite à la limite du trop, quoi. Ouais, vraiment à la limite de l'aberration. Enfin, ouais, à la limite du trop. En fait, non, l'objectif, c'est qu'il aille au bout. Tu vois, c'est qu'on aille au bout, mais qu'il ne ressente pas la terreur ou ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti
dans le passé, c'est aussi c'est l'objectif, quoi. C'est qu'on travaille dessus de façon à ce qu'on aille au bout de l'expérience, au bout de ce qu'il ressent, mais en éliminant ces sensations, en éliminant toutes ces mauvaises ondes, tout ce qui lui fait ressentir. Comment t'expliquer ça? C'est génial. Tout le mal-être qu'il ressent, en fait, quand il pense à sa phobie ou quand il pense à son deuil ou quand il pense à tout ça. Moi, mon objectif, c'est de faire qu'il pense que quand il sort de la séance, quand il va repenser à la perte de son être cher, etc., qu'il ne ressente plus tout le mal-être qu'il a. Et donc, en y allant doucement comme ça et en fractionnant, juste au moment où il va avoir un pic de douleur ou de mal-être, et le faire revenir dans son endroit sécure, en fait, pour mieux repartir, ça va servir à éliminer progressivement toute cette douleur, tout ce mal-être qu'il peut ressentir. Et on y retourne progressivement comme ça au fur et à mesure. Je sais pas. Qui évalue le pic? Pardon? Mais moi, c'est moi qui évalue. Enfin, c'est moi et c'est lui. Enfin, parce qu'évidemment, c'est pas moi qui évalue. Quand je dis c'est moi, c'est pas moi, puisque je l'évalue en fonction de son comportement et en fonction de ce que je vois et de ce que je ressens et de ce qu'il va me dire, de l'intonation de sa voix, etc. Donc oui, c'est moi quand même. Ouais, c'est très bien, mais c'est très bien là ce qu'on est en train de parler. Vraiment, c'est vraiment ça. Ouais, Je suis en train de plonger lever dedans. la main, je vais te faire intervenir, mais juste après. Valérie, quels sont les éléments factuels qui te permettent de savoir que là, ton sujet, il a un pic à pas dépasser? Est-ce que c'est du trémolo dans la voix? Est-ce que c'est le fait qu'il se mette à trembler? Est-ce que c'est... Quel est l'élément factuel essentiel qui te permet de dire, là, on va dépasser un pic, il ne faut pas se le permettre? Est-ce que tu arrives à identifier ou pas? Ou est-ce que c'est juste une sensation? Ça peut être la voix, mais ça peut être la couleur de la peau, ça peut être... c'est plus sur le visage, en fait, où je vois plus, tu vois, tu le ressens sur la voix. Un dépression émotionnel, il provoque quoi au niveau physiologique? De la pâleur. Un changement de couleur de peau. Un changement de couleur de peau, c'est possible, effectivement. Ça va dépendre du type de charge émotionnelle qu'on aura, mais il y a un truc, il y a un vecteur qu'on retrouvera, un dénominateur commun à chaque fois. Quand il y a un pic émotionnel, il y a inhibition de l'aire de Broca et du coup, impossibilité de réfléchir. Communiquer par la parole. Ouais, ça fait le truc là, je mets la main sur le cou. Impossibilité de communiquer par la parole. Tout début de la réaction commence par ça, et c'est justement le pic émotionnel qu'on vient chercher dans la charge émotionnelle que je vous apprends en analyse du comportement et sur l'induction par charge émotionnelle, c'est d'aller chercher ce pic-là, et pas après, juste ce pic-là pour provoquer la transe. D'accord? Attends, je reviens. J'ai un problème de chargeur de batterie. Il y a autre chose d'important, c'est quelle est la différence entre choisir soi-même pour le sujet, même si on est en parfaite synchro, et c'est nous qui choisissons de le ramener dans un endroit sécure pour repartir, et réussir à trouver un élément factuel pour. La différence, c'est que si par exemple, vivre une émotion forte, ça fait partie de ce que j'ai à traverser pour résoudre ma problématique, et que Valérie, à chaque fois que je mets le pied dans l'émotion un peu trop fort, elle me dit attention, t'es mouillé, il faut ressortir le pied, et tu vas le remettre et le ressortir. Peut-être que c'est quelque chose qui va pas me permettre d'aller, par exemple, me confronter à ce que j'ai besoin de me confronter. Et surtout, ça te laisse le temps de quoi? D'échapper. D'échapper, très bien. Une stratégie, ça va te permettre de mettre des stratégies de défense, même inconscientes, mais cognitives, qui vont, pendant que tu es dans ta safe place, t'empêcher de retourner complètement dans l'événement, voire plus du tout, voire même de l'aliéner et de transformer ce qui provoquait cette émotion-là. Et du coup, toi, tu n'as plus l'assurance en tant que thérapeute que cet endroit qui provoquait cette émotion forte
soit le même endroit dans lequel elle va se retrouver, même si elle te décrit exactement les mêmes choses. Parce que le contexte est aliéné par les sécurités qui viennent de se poser. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est chiant, parce que, il faut trouver des éléments qui me permettent d'évaluer si mon sujet il risque de partir en abréaction ou pas. Parce que moi, perso, en tant que thérapeute, ça me fait chier quand il part en abréaction parce que je ne suis pas sûr de pouvoir gérer. En plus, il ne faut pas trop que je le sorte de sa transe, parce que si je le sors de sa transe et que je l'emmène dans un lieu sécure, je le coupe de son contexte et donc de son émotion, et du coup, le travail, je suis plus sûr qu'il soit efficace ou aussi efficace que ce qu'on aurait fait en prime instance. Ça devient compliqué, mon truc. Qu'est-ce que je peux faire? Votre sujet, il est comment? Il est en transe. Il est en transe. Du coup, il répond de manière très ouverte à vos Demande. suggestions. Suggestion. Oui. Ça va? Pour ceux qui m'ont déjà vu travailler, quand on arrive à un pic un peu trop élevé, qu'est-ce que je fais? Stimulation bilatérale alternée pour faire baisser la charge émotionnelle et redescendre à un niveau où on peut Ça travailler. sera pendant la réaction. Mais si je sens que ça monte et qu'on n'est pas encore à la réaction, qu'est-ce que je fais? Et tu piques. Non, ça je pique avant qu'on y aille. Mais là, on est déjà en transe, on est déjà face au travail. Je sens que l'émotion monte très très fort. Ça va m'empêcher de bosser. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement. Dissociation? Non. Rationalisation? Non, on reste l'événement, juste une main sur l'épaule et tranquille. Plus tranquille. D'accord. C'est tout. Juste ça. Main sur l'épaule, plus tranquille. Et là, votre sujet va répondre à la suggestion. Il va se poser. L'émotion va redescendre un tout petit peu. Mais le fait qu'elle redescende un tout petit peu, ça va lui permettre de travailler sur ce qu'il visualise sans gâcher la totalité de l'émotion. Et sans le décontextualiser. C'est-à-dire qu'on ne le sort pas dans une safe place pour le faire revenir. Sinon, on lui apprend quoi aussi? Faire des stratégies de repli. Et ouais, c'est qu'à chaque fois qu'il devra affronter un conflit dans sa vraie vie, il aura appris qu'il peut aller dans sa safe place pour se rassurer. Or, les apprentissages, on les tire de quoi? De nos expériences. De nos expériences, exactement. Donc, si vous apprenez à fuir devant chaque expérience dès qu'elle est mauvaise, vous apprenez plus rien. Donc oui, votre sujet va se sentir vachement bien, sauf qu'en fait, il se sentira vachement bien par la fuite. Vous comprenez la logique? Si on le ramène. Voilà, donc il va falloir trouver en fait des stratégies qui lui permettent à lui de s'assurer de pouvoir travailler en toute sécurité sur ce qui le marque, sans que ça le marque trop. Et donc, la façon la plus simple et épurée de le faire, c'est simplement de lui suggérer, quand on voit effectivement des facteurs, des dénominateurs communs qui nous montrent que là, il est en train de trop monter émotionnellement et qu'on est à la limite de l'abréaction, si on a provoqué cette abréaction et qu'on n'est pas sûr de pouvoir ramener le sujet de l'abréaction, de simplement poser la main sur l'épaule et de dire « plus tranquille ». Toujours dans cet endroit, plus tranquille. Qu'est-ce que tu vois à gauche? Qu'est-ce que tu vois à droite? Je fais tout pour garder mon contexte, garder l'architecture que mon sujet s'est créée, garder ma place de travail, ma working place, ce qui a provoqué cette émotion et de le laisser se confronter à cette émotion, mais tout en gérant, moi, grâce à des suggestions, la hauteur de cette émotion, que lui puisse avoir la capacité à pouvoir modifier sa perception et donc provoquer son changement. Ok, donc c'est un ancrage de sécurité que tu fais indirectement avec la main. C'est pas, tu peux le transformer en ancrage. Là, c'est pas un ancrage parce que je vais pas répéter le fait que le simple fait de porter la main crée une accalmie dans l'émotion. D'accord? C'est simplement une implémentation émotionnelle, une implémentation de suggestion. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le simple canal de la voix, je vais passer par plusieurs canaux sensoriels. C'est-à-dire que je vais venir appuyer avec ma main sur l'épaule, je vais utiliser le canal sensoriel kinesthésique en même temps que le canal sensoriel auditif. Le fait d'utiliser plusieurs canaux sensoriels, c'est comme quand vous êtes dans votre environnement, ce qui va vous stimuler le plus, c'est ce qui stimulera le plus de vos sens. Par exemple, en simulation santé, quand on veut créer une simulation d'une prise en charge, on ne fait pas que prendre un mannequin, le poser par terre avec une fausse blessure et dire à quelqu'un de venir interagir dessus. Non, on crée tout un contexte, tout un environnement, quitte à ce qu'il soit même olfactif, c'est-à-dire créer de fausses odeurs de brûlé, de fausses odeurs de sang, de fausses odeurs d'excréments, pour que quand le patient va intervenir sur le mannequin, qui est juste un mannequin en plastique, puisse avoir la totalité des facteurs sensoriels rattachés au stress que l'on provoque chez lui avant la prise en charge et au contexte qu'on a figé, qui vont lui permettre de vivre l'expérience comme si elle était réelle, en immersion. Ça va? C'est un peu la même chose qu'on va faire en transe. C'est-à-dire comment je peux
créer et permettre à mon sujet de créer son architecture de trans qui va lui permettre de travailler, et comment je peux faire en sorte qu'il se sente sécure à l'intérieur de cette architecture sans avoir besoin d'en sortir en permanence pour le ramener. Ça va? Ok. Ça vous aide? Ça va? Je te rassure, pardon Philippe. Non, vas-y, non. Si je te rassure Valérie, moi j'étais pareil au départ. C'est-à-dire que dès que je percevais trop d'émotions, et parce que justement j'y étais un peu trop connectée aussi moi-même, et que j'avais tendance à pouvoir la ressentir physiquement, du coup, dès que ça montait un peu trop, je trouvais des stratégies de temporisation ou ce genre de choses. Mais en fait, la temporisation, c'est à moi qu'elle servait plus qu'à mon client, en fait. C'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux, c'est parce que je suis exactement passée par cette phase-là où je me suis dit, qu'est-ce qui m'appartient dans le fait d'utiliser cette stratégie-là à ce moment-là précis? Est-ce que c'est vraiment au complet service de mon client ou est-ce que c'est en partie au service de quelque chose que moi aussi j'ai à gérer dans ce que je suis en train de mettre en place? Très bien, effectivement. Maintenant, il y a vraiment quelque chose d'important que dit Assia aussi, c'est que dans votre formation initiale, on vous a appris normalement à éviter l'abréaction à tout prix. Complètement. Concrètement, c'est juste parce que en formation initiale, on n'a peut-être pas le temps de vous apprendre aussi à comment gérer une abréaction, à ce qu'était une abréaction et quel était le rôle d'une abréaction. Parce qu'elle a plusieurs rôles, cette abréaction. Elle a plusieurs causes, plusieurs choses qui peuvent la provoquer et elle a plusieurs conséquences. Donc forcément, c'est quelque chose de complexe à comprendre et qu'on ne voit pas forcément en initial. Donc, on préfère vous dire évitez-le, comme on préfère de vous dire évitez de travailler sur un trauma. Ou on ne va pas travailler en associatif sur un trauma. Encore des choses qui étaient très communes il y a 4-5 ans. Quand je suis arrivé, moi, il y a 5-6 ans, à commencer à publier mes travaux où je travaillais qu'en associatif sur les traumas, on ne raconte pas de massacre. Maintenant, tout le monde commence à comprendre l'intérêt de travailler en associatif sur un trauma, parce qu'il y a une certaine manière de travailler en associatif sur un trauma. C'est ça qui devient intéressant. Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est que dans les fondamentaux et dans l'initial qu'on nous apprend, il y a des règles et des facteurs qu'on nous demande de ne pas dépasser pour éviter justement de se retrouver en difficulté et en dehors des champs de compétences et des champs de connaissances qu'on pourrait avoir. Mais vous allez travailler en cabinet, ou vous travaillez déjà en cabinet depuis de nombreuses années. Donc vous savez très bien qu'au fur et à mesure des patients que vous allez recevoir, il y a forcément des choses que vous ne saurez pas gérer. Alors votre but, c'est de pouvoir accompagner votre patient, quoi qu'il arrive. Parce qu'une fois qu'il est là dans votre cabinet, s'il pète sa crise abréactionnelle, il faudra la gérer. Ce ne sera pas le moment de se dire « Ah, au secours, on peut les pompiers !» Non, trop tard. Déjà là, ça se passe. Ça va? Donc, essayez de comprendre les fondamentaux. C'est ça qui va être intéressant. Qu'est-ce qu'une crise abréactionnelle et pourquoi elle se provoque? Quel est mon but quand je sens que ça va être trop haut? Et si je sens que ça va être trop haut, est-ce que c'est moi qui le sens? Même si je suis connecté avec mon patient. J'ai beau me connecter, me synchroniser, tout ce que vous voulez. Les émotions que vous allez les ressentir en interprétation de ce que vous ressentez de votre sujet. Mais c'est grâce à votre cadre d'interprétation que vous allez l'interpréter, pas grâce au sien. Donc, vous ne savez pas réellement quand est-ce que lui il va craquer. Vous en aurez une idée qui sera fondée sur votre propre interprétation. Et c'est là où on manque de justesse. Si on veut de la justesse, il faut pouvoir factuellement évaluer quand est-ce que mon sujet va craquer. Et du coup, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour pas qu'il craque? Ou qu'est-ce que je peux faire de plus simple pour l'emmener à un niveau acceptable d'émotion pour pouvoir travailler correctement? Mais tout doit être basé sur mon patient et pas simplement sur mes ressentis, mes vécus à moi, ou ma synchronisation ou ma calibration que je pourrais avoir avec lui. Arrivé à un certain niveau, il faut dépasser ça. Il faut aller chercher des choses plus épurées. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Chouette. Donc, pour en revenir à notre sujet, c'est ce qui va vous permettre, oui ou non, de pouvoir accepter le fait que votre sujet puisse vivre une souffrance. C'est de pouvoir avoir les capacités à la gérer. Et à ce que ce soit bénéfique pour lui et non pas délétère. Quand on fait revivre en immersif un sujet, la totalité de son événement traumatique, ce n'est pas l'événement trauma. En soi, l'événement, c'est factuel. C'est la manière dont il l'a perçu et qu'il l'a intégré. La manière dont il en a tiré un apprentissage. Or, là, c'est un apprentissage soit dilemnique, c'est-à-dire qu'il crée un problème avec ce qu'il avait appris avant, et sur lequel il va falloir travailler sur toute la systémie, soit un problème de l'ordre de la protection,
et de la sauvegarde, où là, il va falloir travailler justement sur la perception de ce trauma. De quelle manière il l'a vécu et de quelle manière il s'y est positionné. Quelle que soit la manière, on va aller travailler soit sur les éléments systémiques qui ont influencé le positionnement, soit sur l'événement traumatique en soi et sur les différentes perceptions qui sont venues nourrir la systémie conséquentielle à cet événement. Je ne sais pas si je suis très clair. Ça va? Ne pensez plus qu'un trauma a une influence linéaire sur votre vie, c'est pas vrai. D'accord? Il y a une influence conséquentielle sur l'une des arborescences de votre vie. La problématique du patient, c'est que souvent, il base la totalité de sa focalisation sur la branche traumatique et négative. Mais il y a toutes les autres arborescences qui font qu'il est encore vivant et qu'il est encore en interaction avec le monde autour. S'il n'était plus du tout en interaction, on serait dans des cas d'atteinte presque psychiatrique où le type il serait déjà en HP et où on retrouverait des états cataleptiques spontanés où les gens ne rentrent plus du tout en interaction avec leur environnement parce qu'ils sont bloqués justement dans ces éléments traumatiques. Où là, on a une perte complète de la réalité, une perte complète des rapports et des échanges avec l'environnement et où là, c'est extrêmement grave. Mais les personnes que l'on rencontre tous les jours et qui ont un traumatisme dû au deuil de leur père ou dû à une telle situation ou à telle situation, c'est souvent simplement des focalisations sur ce qui a créé le problème qui fait que conséquentiellement et étape par étape, ça en rajoute et qui construisent toute leur vie et toute leur identité par rapport à cette arborescence, sans se rendre compte de tout ce qu'ils mettent en place autour pour avoir la force de créer ça. Et donc, comment retrouver et débloquer ces structures et ces sous-structures conséquentielles qui se sont créées autour sans qu'il en ait conscience et qui sont beaucoup plus positives pour lui faire modifier sa perception qu'il a à cet instant T dans le trauma. Le seul moyen pour pouvoir réellement le faire, sans intervenir nous et sans positionner nos propres avis et les propres conséquences que pourraient avoir nos suggestions, en mode et à partir de maintenant, tu vas pouvoir remarquer à quel point tu te sens bien, ce qui serait une faute de la part du praticien, parce que concrètement, c'est une influence que vous posez. Là, ce sera, voilà, tu te retrouves dans cette situation. Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque que ça m'a influencé dans tel sens. Très bien. Et là, toi, avec tout ce que tu as vécu depuis cette situation, qu'est-ce que tu as envie de te dire? J'ai envie de dire que c'est une grosse connerie, que ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais pu apprendre de cette situation de différent qui t'aurait emmené sur un autre chemin? J'aurais pu apprendre ça. Qu'est-ce que tu as envie de te dire, toi, dans cette situation? De voir ça. Ok. Ça change quoi? Ça change que je me sens vachement mieux. Ok, très bien. Et hop, on va aller vérifier dans une autre architecture de transe quels sont les impacts de cette discussion qu'il a eue avec lui-même, de celui qui a vécu les conséquences de son positionnement face à ce trauma, par rapport à celui qu'il aurait aimé être et qui a débloqué toutes les autres ressources. Ça va? On en rentre un peu compliqué. Tu le fais un peu voyager. Vas-y, Fred. Tu le fais un peu voyager dans le temps. Alors, c'est pas tant le faire voyager dans le temps. C'est pas aussi compliqué que ça. Quand on parle de transe, en fait, une transe, elle est anachronique. On rentre dans les structures de la pensée et de la construction de la pensée. Il n'y a pas de rapport au temps dans la construction de la pensée. La totalité des éléments que tu as vécu dans ton passé cognitif et que tu pourrais vivre dans ton avenir, c'est toutes les attentes que tu pourrais avoir, tout ça, ça représente un. C'est un vecteur. C'est l'ensemble en fait de ce qui te construit toi dans ta conscience. Donc la totalité des éléments qui pour toi sont passés quand tu penses de manière consciente, inconsciemment, c'est complètement anachronique. Et ça aura une influence sur ton présent, sur ton futur cognitif. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, mais en fait, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que ça forme qu'une seule chose, sauf que en même temps, tu le fais regarder associé au moment du trauma, tu le fais regarder avec ce qu'il est maintenant et comment il regarde le trauma, avec ses jugements, avec ses émotions et ce qu'il pense de ce qu'il a vécu et de ce qu'il vivrait maintenant en le regardant. C'est pour ça que j'ai parlé. Ouais, mais en fait, plus que la forme, ça c'est la forme en fait. C'est ce que tu vas utiliser comme mot pour pouvoir provoquer le fond. Ce qu'on va chercher comme fond, en fait, c'est la totalité des ressources qui lui a permis de vivre malgré le trauma et qui vont pouvoir les débloquer. C'est en fait comme si tu mettais en lumière des éléments qui étaient restés en veille. D'accord. Et du coup, on peut le faire de manière anachronique très bien avec la personne qui a vécu depuis le trauma, mais on peut très bien le faire aussi avec les éléments en attente qu'il pouvait avoir quand il était gamin. Par exemple, un gamin qui s'est construit avec des valeurs spécifiques de ce que pouvait être l'armée et la reconnaissance qu'il pouvait tirer de l'armée quand il était gamin,
par rapport au soldat qui a vécu la guerre en Afghanistan et qui se retrouve dans la désillusion de ce que ça a été d'être militaire et de l'horreur qu'il a vécue. Là, on va pouvoir se servir à la fois des éléments causaux, c'est-à-dire des ressources que l'on peut tirer de ce gamin qui avait toutes ces envies et toutes ces valeurs-là qui l'ont emmené à faire ce métier et donc à vivre ce qu'il a vécu en Afghanistan. Comme je peux utiliser les éléments conséquentiels, c'est-à-dire de quelle manière il a survécu à l'Afghanistan et comment il peut percevoir cet événement comme un apprentissage différent de celui qui a déconstruit sa vie au profit de celui qui l'a construit. Et c'est en jouant avec les deux de manière anachronique qu'on va pouvoir mettre en lumière certains vecteurs qui n'étaient pas en lumière au moment où il a vécu l'événement et qui vont pouvoir lui permettre à lui de pouvoir choisir une nouvelle perception de l'événement sur lequel il pourra tirer un apprentissage plus bénéfique pour lui que celui qu'il en a tiré quand il l'a vraiment vécu. Ça va, je vous ai pas perdu? Un peu compliqué? Ok, si c'est trop compliqué, vous pouvez retrouver tout ça dans le bouquin que j'ai écrit, hein, à la lumière de nos traumas, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ici. Bref, j'explique tout de manière un petit peu plus concrète là-dedans, avec les mots qui vont bien, etc. N'hésitez pas. Sinon, je suis ouvert aux questions aussi, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions là-dessus. D'ailleurs, on va rentrer dans la période des questions, ce qui va nous permettre de pouvoir échanger là-dessus, et sur plein d'autres choses, même d'échanger entre vous, c'est le but. Et puis voilà, ça vous va? C'était chouette? Vous avez appris des choses? Ouais, c'est cool. Chouette. Mimi, je crois que tu avais une question tout à l'heure. Je suis là. C'était pas une question, en fait, c'était moi, la manière de travailler là de Valérie, ça me faisait penser à la mise entre parenthèses, en fait, des émotions, un peu dans les types de protocoles PNL. En tout cas, nous, on avait appris. Un des protocoles, c'était ça, c'était de mettre entre parenthèses des émotions genre qui sont trop fortes entre deux, mettre l'émotion difficile à vivre entre deux émotions avant et après qui sont beaucoup plus faciles et qui sont plus de bien-être et voilà, qui permettaient de mettre entre parenthèses une émotion et du coup de lui donner moins d'importance en fait, de l'écraser presque, tu vois, entre deux autres types d'émotions. Du coup, ça me faisait penser à ça parce que comme tu disais que tu faisais du fractionnement et que tu repassais à chaque fois par une safe place, ben ça m'a, ça m'a donné vraiment cette image de protocole en fait. Yes. Mais du coup, je me dis, c'est un protocole qui peut avoir son intérêt aussi. Enfin, peut-être pas pour toutes les situations, effectivement, quand il y a des émotions par lesquelles il faut passer, mais quand il s'agit de gérer ces émotions, quand c'est plus de la gestion quotidienne, peut-être que ça peut avoir un intérêt aussi, non? Jérémy, je sais pas. Ouais, enfin. Après. Bien sûr, ça peut avoir un intérêt dans la gestion quotidienne, à condition que ça ne devienne pas un réflexe ou une généralisation. Pourquoi? Oui, parce qu'il ne faut pas. Valérie, vas-y. Vas-y, Mimi. Non, l'objectif, c'est que c'est pas que le client, effectivement, comme tu dis, il fuit dès qu'il doit affronter une peur ou autre, il fuit dans sa safe place. Enfin, l'objectif, c'est quand même d'affronter sa peur et d'affronter sa réalité. C'est pas de se mettre dans le monde des bisounours, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle les techniques de coping. Les techniques de coping, elles sont là pour, à un moment T, permettre de pouvoir diminuer la charge émotionnelle et pouvoir se concentrer et retrouver sa lucidité sur un travail. C'est ce qu'on utilise, par exemple, dans les métiers à haut risque pour pouvoir calmer une charge émotionnelle de peur ou une charge émotionnelle lourde, alors qu'on doit appliquer des protocoles de soins importants ou des protocoles de réplique à l'armée qui vont nous demander toute notre lucidité, malgré la peur qu'on peut ressentir. Penser qu'un soignant n'a aucune peur quand il prend en charge en urgence un plan blanc, ou penser qu'un militaire n'a aucune peur quand il fait une intervention de libération d'otages, c'est faux. On a tous peur dans ces milieux-là. Ce qui va nous permettre de gérer ça, c'est justement l'acceptation de cette peur et la manière qu'on a de pouvoir lui dire « Ok, tu es là, je t'accueille. Là, il va falloir que je te mette un peu de côté pour continuer à réfléchir, mais tu es toujours là derrière et tu me dis bien que j'ai peur. Pour pas que je prenne le risque pour rien, quoi. Tu fais partie de la réflexion que je dois avoir. C'est juste que tu ne dois pas me dépasser. » Donc les techniques de coping, elles servent à ça.
elle commence dès l'entraînement et ce qu'on appelle le drill, c'est-à-dire tout ce que je vais pouvoir mettre en place pour me permettre de créer des automatisations des gestes que je dois effectuer, que ce soit des gestes de protocole de soins ou des gestes de sécurisation d'un accident, par exemple, jusqu'à quels éléments je peux mettre en place sur l'instant quand je me sens dépassé par une émotion. Je sais pas, un artiste avant de monter sur scène, par exemple, pourrait très bien profiter d'un ancrage en PNL de 2 doigts, que dès qu'il se frotte les 2 doigts, ben, le stress va pouvoir diminuer et lui permettre de monter sur scène. Le but, c'est pas qu'il ait plus peur de monter sur scène et qu'il ait plus de trac. Le but, c'est qu'il puisse, à un moment donné, lui-même avoir le pouvoir de gérer son trac. Ça va? Il ne faut pas que ça dépasse ça. Si ça dépasse ça et que ça devient un élément et un objet qui puisse permettre la fuite A, on fait une solution de repli qui est trop importante et trop facile pour le sujet et qui, du coup, va plutôt l'inciter à aller fuir quelque chose qui pourrait apprendre sur la vie. Un monde sans souffrance, c'est un monde où on n'apprend rien. Clairement. C'est un monde où on passerait notre temps à éviter ce qui pourrait nous faire souffrir ou éviter ce qui pourrait nous faire du mal. C'est un monde où on ne pourrait même pas apprendre ce qui nous fait du mal. Parce qu'on serait dans l'interprétation de ce qui pourrait peut-être nous en faire. Ça va? Si on prend par exemple aujourd'hui les analyses ethniques que l'on peut faire entre 2 peuples différents, la sacralisation du corps dans les peuples occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, due aux horreurs de la Shoah, notamment, on fait qu'aujourd'hui, le moindre mort militaire ou le moindre mort dans un accident qui a été vraiment abîmé va être mis à l'honneur et va être presque un deuil national pour tout le monde. Si vous vous mettez dans la culture israélienne, un militaire qui meurt, il y en a tous les jours. C'est quotidien. On ne va pas dresser un deuil national dès qu'il y a un militaire qui meurt. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'influence que l'on met en place dans le déni de certaines choses qui devraient faire part de notre apprentissage crée aussi notre manière d'interagir avec notre environnement. Et en soi, quand c'est un mouvement majoritaire au sein d'une population, ça en devient une culture et donc ça devient ethnique, et en soi, on s'en fiche. On ne va pas aller s'amuser à aller déterrer nos morts à la Toussaint pour faire la fête avec eux à table, c'est pas dans notre culture, parce que la majorité des gens dans notre culture, même si on a une culture très éclectique en France, ne va pas coller à ça. On est d'accord? Ça choquerait plus de monde qu'autre chose. Pour autant, dans certains peuples indonésiens, c'est normal de sortir ces morts tous les ans à la fête des morts, de les habiller, de les mettre à table avec nous, vous retrouvez avec un squelette à table, quoi. D'accord? Mais de quelle manière je peux permettre à mon sujet justement de ne pas se retrouver en marge de tout ça, quand c'est minoritaire, quand la vie doit emmener à vivre des choses qui sont normales dans la vie, la perte d'un père, la mort en soi, qui est naturelle en soi, c'est un phénomène naturel qui fait partie intégrante de la vie. Plus on vient rendre tabou ce phénomène, et plus nous, en tant que thérapeute, on va travailler sur le fait de continuer à le rendre tabou, et plus on créera justement à long terme des tabous qui seront encore plus ancrés. Et des syndromes de fuite que les gens viendront chercher. Alors qu'en fait, la meilleure façon qu'ils pourraient avoir de subvenir à ces problématiques-là, c'est pas de venir chercher une solution chez le thérapeute, c'est juste d'avoir intégré que c'est un apprentissage. Ça va? Désolé, je faisais sortir une petite... Une araignée? Non, c'était pas une araignée, c'était une punaise qui était sur mon ordi depuis tout à l'heure, elle me gêne. Elle a suivi la séance avec nous. Est-ce que ça vous paraît sensé ce que je vous dis là? Oui, de toute façon, l'objectif, c'est d'apprendre à affronter ses peurs aussi, quoi. Je veux dire, faut pas. C'est logique. Et ouais, ça rien si elle n'existait pas. Ouais, c'est ça, oui. Mais à quelle échelle, en fait, on nous a appris, nous, à affronter nos peurs? De quelle manière on nous a appris? Il y en a encore une autre. On nous a appris, nous, à affronter nos souffrances, nos douleurs. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus dans le déni, donc c'est compliqué. Ouais, ou dans l'aseptisation des sentiments, et notamment des sentiments négatifs. Ça va? C'est-à-dire qu'on va aura tendance à éviter le conflit, à éviter ce qui peut nous faire souffrir, à éviter le dialogue, à être plutôt dans la résilience de tout. C'est-à-dire, je suis dans un couple, je souffre, je suis dans la résilience d'eux. C'est-à-dire que soit je suis dans la résilience de moi-même, de manière très égocentrique, et j'accepte que ce couple me fasse souffrir et donc je vais changer. Et quelque part, je me prive de pouvoir comprendre qu'un couple, c'est aussi complexe dans une création de rapport,
et que bah, du coup, je me condamne quelque part à rester seul. Soit je suis dans la résilience de m'oublier au profit de mon couple parce qu'il y a une codépendance qui est plus forte, et du coup, bah, je vais rester dans un couple dans lequel je suis pas heureux, en m'oubliant complètement. Aujourd'hui, c'est deux éléments qu'on retrouve énormément en séance, de gens qui sont malheureux et non épanouis dans leur couple, et souvent, selon ces deux facteurs-là. C'est-à-dire que soit ils arrivent à trouver personne qui leur correspond, parce qu'ils cherchent en fait la personne qui leur correspondrait parfaitement, et qui répond à un cahier des charges, soit de l'autre côté, bah, ils se soumettent à une relation qui n'est absolument pas la leur et pour laquelle ils se donnent à 100% pour correspondre au cahier des charges de l'autre. Alors qu'en fait, bah, la solution, ce serait simplement de leur permettre de pouvoir apprendre qui ils sont, y compris dans la souffrance de la perte de ce couple-là, ou dans la souffrance de la solitude. Parce que c'est aussi dans ces conditions-là qu'ils vont pouvoir apprendre qui ils sont réellement, ce qu'ils sont capables d'accepter et de ne pas accepter, et ce sur quoi ils sont capables de faire des concessions ou pas. Et en se découvrant comme ça, ils se respectent pleinement. Et en se respectant pleinement, ils seront prêts à accueillir l'autre et à le respecter. Sauf que ça demande un travail beaucoup plus lent et beaucoup plus complexe. Ouais, c'est ce que je voulais un peu dire en plus de ce que tu as dit, mais ça revient au même. Beaucoup de personnes veulent faire on-off, passer de je souffre, je suis résilient, mais sans passer par la zone où ça fait un peu du mal, ou même ça peut faire beaucoup de mal aussi. Mais ils veulent, d'ailleurs, en séance, il y en a quelques-uns qui veulent la baguette magique. Voilà, c'est le syndrome de la baguette magique. Allez, je m'assois, changez-moi. Parce qu'on Sans a. passer. C'est ça, on est dans un monde où on a tout de suite. Donc, on a envie d'avoir la même chose dans notre tête, de se sentir bien maintenant, là. J'ai besoin de me sentir bien maintenant, parce que ce soir, j'ai un rencard, alors je vais être à table. Et donc, du coup, il faut que vous me soigniez maintenant et que j'oublie mon ex. Et tu t'es séparé quand? Il y a 2 jours. Ouais. Ok. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 10 ans. Ok. L'inertie des sentiments, tu connais? Enfin, voilà, c'est pareil pour un deuil. Quelqu'un qui vient vous voir à 24 heures après le deuil de son père pour vous dire j'ai besoin d'oublier. Enfin, on comprend de suite qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Et la souffrance de la perte d'un père, elle a une logique. C'est qu'à un moment donné, votre père, déjà, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de lui, donc vous ne pouvez pas juger si le deuil peut être bon. Enfin, de quelle manière il peut se positionner dans son deuil à sa place. C'est pour ça que le protocole deuil en soi est très limité. Parce qu'en fait, il y a 1001 manières de vivre son deuil. Pour donner 2 exemples très précis, très simplistes et très violents, une femme qui vient de perdre son père avec qui elle avait un rapport ultra fusionnel et qui a été un vrai pilier dans sa vie de confiance, de sécurité et de confiance en soi, n'aura pas du tout le même rapport au deuil qu'une femme qui a connu un inceste pendant 15 ans, qui s'est tue complètement, qui est devenu complètement tabou et qui va peut-être se sentir complètement soulagée que son père ait disparu. Donc le travail ne sera pas du tout le même. Pour autant, les deux viendront vous voir avec une communication de souffrance, de tristesse, de culpabilité, qui peuvent vous paraître normales dans un protocole de deuil, alors qu'en fait, ils peuvent cacher une symphonie qui sera beaucoup plus complexe. Ça va? Et sur le coup, vous verrez aucune différence entre les deux, tant qu'elles ne vous l'auront pas dit. Ouais, puis même entre deux cas quasiment similaires, on n'est pas tous égaux non plus. Il y en a qui vont peut-être le faire plus rapidement que d'autres. C'est ça, et ça fait partie en fait de la systémie, de l'inertie de la reconstruction identitaire, qui fait que pour chacun, un décès aura plus ou moins d'importance dans notre construction identitaire, aura eu plus ou moins d'impact et d'influence, et donc avec la perte de ces influences et du symbole que représentait cette personne qui est disparue dans la construction de ces influences, forcément, il va falloir trouver des éléments qui vont le remplacer au fur et à mesure. Il va falloir s'autonomiser de cette dépendance qui a été créée avec cette personne par rapport à ces influences-là, et donc à ces piliers qui sont importants dans ma construction identitaire. Ça va? Et si on prend un deuil comme ça, on comprend qu'on ne peut pas juste travailler sur le fait de soulager la personne, qu'elle accepte le fait que la personne soit partie. C'est pas si simple. Oui, ça marchera aussi, mais ça marchera parce que vous aurez intégré à la personne qu'elle peut se sentir mieux maintenant que la personne est partie. C'est pas pour autant que le deuil sera fini. C'est pas pour autant que le deuil sera fini. C'est juste que tu auras mis un pansement. Comprenez la différence? Et il faut aussi savoir faire confiance à l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est normal de passer par ces phases. Et c'est normal que la personne accepte de passer par ces phases, que ce soit plus ou moins long.
Là où ce ne sera pas normal, c'est s'il commence à stagner. Si la personne commence à transformer son identité par rapport au sentiment de culpabilité qu'elle peut avoir dans la perte de son père. Là, on est dans une aliénation du trauma rattachée au décès qui devient une affection et qui, du coup, va aliéner la totalité de la vie en conséquence de ce décès-là. Et là, c'est pas normal. Et là, il faudra travailler différemment. Ça va? Mais en soi, un deuil, il n'y a rien de plus normal. C'est normal de se sentir déconstruit, d'avoir des blessures internes. La première chose qui nous rend triste sur un deuil, c'est le fait justement qu'on soit déconstruit. Hein. C'est nous qui nous faisons souffrir, c'est pas la perte de l'autre. L'autre, il est mort, il est mort. C'est le manque qui va provoquer en nous. C'est très narcissique, en fait. C'est pareil pour les séparations et pour tout le reste. Hein. Bien sûr. À plus ou moins de degrés, mais. C'est ça. Et encore une fois, voilà, en termes de degrés, en termes de progression, il va falloir réfléchir, en termes de statistiques. On ne peut pas dire que c'est on-off. C'est toute une quintessence de grille qui va nous permettre de pouvoir jauger où en est la personne et de savoir exactement de quelle manière on va pouvoir s'y prendre. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller de manière plus solutionniste dans ce problème et du coup de lui permettre d'apporter le pansement ou le doliprane qui va lui permettre d'avancer toute seule? Ou est-ce qu'au contraire, on est plus dans une approche systémique où là, on va travailler des éléments complexes qui viennent influencer son état et qui sont là peut-être des fois à un moment et qui a fait qu'elle a construit toute une vie là-dessus. Ça va? Yes. Chouette. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Tout le monde? Nico, ça va bien? Perdu. Nico n'est plus là. On a perdu. Ah si, c'est là. Ça va, ça va. Ça va, ça va? Ça remue un peu ou pas tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, ça va? Non, c'est bien. Ok. Asia, ça va bien? Très bien, merci. J'ai une micro-question. Jérémy, est-ce que tu as l'habitude de travailler, ou tu as déjà travaillé sur les troubles, enfin, comment on appelle ça? Refus scolaire anxieux? Non, jamais. Ok, merci. Mais je vais me renseigner du coup. Et Je suis en train de bouquiner, c'est juste ça. Encore. Je veux bien que tu me files ta bibliographie. Ça marche, merci. Tu parles sur de phobie scolaire. Hein. Ouais. C'est le sujet de la rentrée, donc. J'avais fait des recherches dessus, hein. Je pourrais te partager ce que j'avais commencé à trouver. Ah, merci beaucoup. Merci, Nicolas. J'ai eu une séance qui peut s'en approcher sur un enfant, là pendant l'été, avec un comportement d'auto-sabotage sur ses compétences. J'ai travaillé sur une approche solutionniste avec lui. Je lui ai fait rattacher, il était fan des Formule 1. Je lui ai fait rattacher le fait qu'un pilote de Formule 1, forcément, il n'avait pas commencé sur une Formule 1 de suite. Il m'a dit, bah oui, bien sûr, il a commencé sur un kart avant, puis il a progressé au fur et à mesure avant de devenir un champion de Formule 1. Je fais, ok, très bien. Ça fonctionne comme ça. Moi, je ne connaissais pas grand-chose, mais lui, il m'expliquait tout, tu vois, et je voyais qu'il était vraiment passionné. Je fais, bah écoute, pareil que tu as du mal à faire tes devoirs en ce moment et tout. Il me fait, oui. Je fais, pourquoi? Il me dit, parce que mes devoirs, j'ai pas envie de les faire. Je fais, pourquoi tu n'as pas envie de les faire? Et pouf, ils font en larmes. Je fais, stop. Tu sais pourquoi tu n'as pas envie de les faire? Il me fait, oui. Je fais, très bien. Est-ce que tu veux qu'on trouve une solution ensemble pour que tu aies envie de les faire et pour que ça avance? On fait, oui. Parfait. Alors maintenant, tu deviens un pilote de Formule 1. Est-ce que ça te tenterait de faire un tour en Formule 1? Il fait, ah oui, trop. Parfait. Alors, regarde, sur le mur en face, là, tu as ta tenue. Tu la vois? Ah ouais, il y a ma tenue. Je fais, quelle couleur? Il fait, elle est bleue et jaune. Parfait. Tu veux aller la mettre? Oui. Il y va, il prend la combinaison, qui n'existe pas forcément. Il met la combinaison. Je fais, regarde, juste à côté, là, t'as quoi? Il me fait, ah, mais il y a le casque qui est accroché au mur. Parfait. Ah, tu prends? Oui. Ah, c'est exactement ma taille. Je fais, parfait, très bien. Je prends une chaise, je mets la chaise, je fais, maintenant, tu t'installes dans la Formule 1. Je fais, on va aller faire un tour. Hop, il s'installe, et puis bon,
vous passe toute la scène hallucinée, mais en gros, il fait son tour en Formule 1, il se régale et tout, machin. Puis on fait un deuxième tour de circuit. Et là, je lui fais avoir un petit accrochage dans le tour de circuit. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, bah, je sais pas, j'ai raté le virage, je crois que j'ai freiné trop tard. C'est très bien. Et du coup, comment on peut faire pour que la prochaine fois, dans ce virage-là, tu freines pas trop tard? Je fais, bah, il faut que je travaille, il faut que je refasse la piste. Très bien, refais la piste. Il refait la piste. Je fais cette fois le virage. Ah, cette fois, c'est passé nickel. Très bien. Parfait. Après coup, je le sors de la transe et tout. Il a vécu un super moment, il est tout content et tout, machin. Il repose sa combinaison, il repose le casque. Et on va devant son cahier d'été, de travail d'été. Et je lui dis, voilà, écoute, regarde, je te mets au défi, là, c'est ton circuit. Je lui pose le cahier. Je fais, tu mets la combinaison ou tu la mets pas? Il fait, je la mets. Il met sa combinaison, il met son casque. Je fais, allez, fais un tour de circuit. Il me fait, tu choisis là, quelle portion du circuit tu veux faire. En gros, tu choisis l'exercice. Une fois que tu l'as sélectionné, eh ben, tu me fais le tour de circuit. Je fais, c'est quoi le but? Il me fait, c'est d'être en pole position. Donc, du coup, c'est de le faire bien et de le faire vite, c'est ça? Il fait, oui, c'est exactement ça. Je fais, OK. Donc, tu me le fais bien et tu me le fais vite. En appuyant sur bien. Kouf, il s'est mis à faire son exo, qui d'habitude, il faisait faux parce qu'il s'auto-sabotait. Et là, parce qu'on avait recréé un engouement à faire le devoir pour lui-même et non plus pour la fierté que pourraient lui apporter ses parents et dans la construction complexe de sa dimension du devoir, bah là, du coup, son devoir était juste. Puis on l'a répété 4-5 fois. C'est-à-dire qu'il a choisi 4-5 exercices différents qu'à chaque fois, il a refait. Il y en a un où il a fait une erreur. Je lui dis, on fait quoi? Et il fait, ah, bah du coup, il faut que je travaille ça. Je fais, OK. Il y a quoi dans ton cahier? Mais des fois, il y a des leçons pour apprendre correctement. Je fais, donc, quelle leçon tu dois reprendre? Bah, celle-là. C'est celle qui va m'apprendre à bien faire le circuit. C'est parfait. Autonomisation derrière. C'est-à-dire que je lui permets d'avoir la réflexion et le chemin-tique de réflexion qui vont lui permettre de faire accoler tant la symbolique de la Formule 1 qu'on vient de travailler ensemble au travail cognitif qu'il doit mettre en place pour réussir ses devoirs pour lui-même et pour en être fier lui-même. Et d'ailleurs, je lui fais, comment tu te sens là? Il me regarde, il fond en larmes, et il me dit fier. Voilà. Ça fait peut-être pas écho ça, mais à la phobie scolaire, souvent on retrouve ces schématiques-là. C'est-à-dire quelle influence a le parent et l'attente du parent sur le gamin. Et du coup, de quelle manière le gamin va pouvoir répercuter au sein de ses émotions et dans l'expression de ses émotions la lutte contre cette pression que lui met les parents ou le professeur ou le reste de la classe. Et du coup, comment je peux réussir à recentrer l'élève sur lui-même et sur sa propre réussite, à son propre bénéfice, plutôt que le travail à se réconcilier avec les attentes des parents et à honorer l'attente des parents. Ça vous parle? Bon, du coup, je vous ai fait un petit partage de séance aussi. C'est cool, merci. Avec plaisir. Fred, tout va bien? Yes. 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 C'était comment pour ton premier live? T'as trouvé ça cool? Moi, oui. Non, Fred. Je te demandais à Fred d'abord. Après, je vais te demander à toi, Valérie. Oui, très, très sympa et très instructif. Ouais, chouette. Ça t'a apporté des choses? Yes. Très cool. C'est le but. Valérie? Ouais, non, top. Vraiment sympa. Très bien. Puis en plus, j'ai mis les 2 pieds dans le plat, donc super. Pour une première, c'était bien. Non, bien. Ouais, bien. Très, très bien. Et puis, comme on dit, il n'y a pas de jugement. C'est juste des axes de réflexion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Non, mais c'est top. Ouais, juste essayer de réfléchir au maximum à quelles peuvent être les raisons pour lesquelles je fais les choses et quelles peuvent en être les conséquences sur mon patient. Si on a déjà ces 2 questions qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un truc, ça permet vraiment d'aller creuser les fondamentaux et de se dire, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Juste ces 2 questions-là. Ça va? Pourquoi je mets les choses en place et quelles vont être les conséquences sur mon sujet? Quelles peuvent en être les conséquences sur mon sujet? Parce que ce ne sera pas forcément ces conséquences-là qu'on va trouver. Et pas s'arrêter à « m'en fiche, ça marche ». Non. On va aller chercher plus loin. Ça va? Gauthier, t'es là ou pas? Oui, t'es là. Oui, voilà, j'ai dû mettre en pause pendant un moment, mais je reprendrai le replay pour écouter
entre 13h et 13h40. Ça marche. Ce que tu as entendu là et ce que tu as suivi, t'en as tiré quoi? Ça t'a appris les choses? Ben oui, déjà, le fait d'avoir pu en première heure exposer mon cas, puis avoir les différents retours, c'était très, très riche. Et puis, de ce que j'ai entendu ici en raccrochant, le partage d'expérience et puis les questionnements, les ouvertures de pistes, c'est très bien, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas à faire vivre la plateforme en laissant des commentaires sous le replay que je dirai tout à l'heure ou en posant des questions directement sur le mur. Vous avez le droit de publier directement sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à le faire dès que vous avez une question ou une difficulté sur une séance. Ça permettra à tous les membres de répondre en commentaire et de partager ça. Ça me permettra aussi à moi de savoir comment je peux organiser les prochains lives pour qu'ils vous correspondent davantage et qu'ils correspondent à vos problématiques, voire de vous répondre directement si c'est un problème urgent. C'est le but du lab, il est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à partager dessus. Ça marche? Merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir, j'ai passé un super moment avec vous. Ravi de ce moment. Merci, Nico, d'avoir envoyé le rappel. C'était cool de partager avec vous aussi. J'ai passé un super moment. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, on se voit bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée. Salut. Salut. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.